Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche le professeur Moussa Seydi. Professeur Seydi, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Baye Omar, c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à vos auditeurs. Permettez-moi, Baye Omar, avant de commencer l'interview, de saluer la mémoire de l'illustre disparu, M. Babacar Touré. Je présente mes condoléances au groupe Sud, à la presse sénégalaise, à sa famille éplorée, au groupe Révocable et à tout le peuple sénégalais. Je prie pour qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis le plus élevé et que le Sénégal puisse conserver et mériter l'immense héritage qu'il lui a laissé. Amin, professeur, que le paradis soit sa demeure éternelle. Alors, qui est le professeur Moussa Seydi? Vous êtes professeur de classe exceptionnelle à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Également chef de service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Fann, coordonnateur du Centre régional de recherche clinique et de formation, président du comité antibiotique du Sénégal. Professeur Moussa Seydi est également membre du groupe de recherche sur les hépatites virales de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, membre du jury du CAMES, entre autres occupations professionnelles. Professeur Seydi est un ancien président de la Société africaine de pathologie infectieuse, membre de la Société française de pathologie infectieuse de langue française, de la Société médicale d'Afrique noire de langue française, de la Société sénégalaise de pathologie infectieuse, de la Société ouest-africaine de parasitologie, de Société sénégalaise de gastro-entérologie. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, eh bien, le professeur Seydi est coordonnateur de la prise en charge médicale des patients atteints de COVID-19. C'est cela le prétexte. Et en tant que chercheur, vous êtes l'instigateur principal de plus d'une trentaine de projets de recherche dans le cadre d'une collaboration principalement avec l'Université de Washington. Professeur Seydi, vous avez obtenu des distinctions, le prix Alpha, meilleure équipe de projet Programme édition 2009-2010, homme de l'année au Sénégal 2014 par le site Halima.com. Vous êtes chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal 2017. Voilà résumé le profil de celui qui est notre invité ce dimanche. Première question, professeur Moussa Seydi. Nous parlons de Covid-19. La progression rapide de la Covid-19 constitue un défi pour les hôpitaux. Vous en convenez avec moi, professeur Seydi? Oui, tout à fait. C'est un défi pour les hôpitaux, mais un défi qui va nous permettre, au sortir de cette crise, de tout repenser au niveau de la prise en charge hospitalière. Alors dites-nous, professeur Moussa Seydi, dites-nous aujourd'hui comment se présente la situation actuelle de la prise en charge de la COVID-19. Oui, la prise en charge s'est beaucoup améliorée. Souvent, on me dit, oui, vous semblez serein avec le nombre de cas qui augmente et le nombre de décès. Et je leur rappelle qu'au début de la pandémie, qu'il n'y avait qu'un seul site de prise en charge, c'était le nôtre, avec 12 lits. Maintenant, nous avons plus de 30 sites de prise en charge avec presque 2000 lits. Je rappelle aussi qu'au début de l'épidémie, on n'avait pas un seul lit de réanimation dédié à la prise en charge des cas graves. Actuellement, nous en avons une soixantaine. Il n'y avait qu'une seule équipe qui les prenait en charge, c'était la nôtre. Au moment où je vous parle, il y a au moins plus de 300 personnes qui ont déjà été formées dans le cadre de cette prise en charge. Il n'y a que Dakar qui avait un centre de traitement des épidémies. À l'heure où je vous parle, il y a un centre dans toutes les régions du Sénégal. Donc, c'est dire que nous, cliniciens, malgré l'évolution fulgurante du nombre de cas, nous sommes plus outillés pour faire face et nous sommes quand même bien organisés. Parce que dans le cadre de cette lutte, j'avais déjà désigné 2 points focaux
le professeur Papa Sambaba, qui est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital principal de Dakar, le docteur Ndeye Assatoula, qui travaille dans ma clinique. Et ces points focaux ont sillonné tout le Sénégal. Plus de 99% des centres de traitement ont été adaptés, ont été revus, ont été normés grâce à leur participation. Donc, nous, du point de vue organisationnel, du point de vue moyen, il y a quand même une amélioration nette qui s'est faite, malgré le fait que la situation soit inquiétante, si on veut utiliser ce terme. Oui. Mais la vérité est que rien n'est plus dramatique pour un médecin que de recevoir un malade et de ne même pas savoir où le mettre, de ne pas avoir les moyens pour prendre en charge ce patient. Vous le savez, pour nous, nous avons une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Donc, c'est pour dire, oui, la situation, on peut la qualifier comme on veut en fonction de ses sentiments personnels, mais nous restons sereins face à la situation. Est-elle inquiétante, cette situation? Les qualificatifs dépendent un peu de ce que l'on ressent dans son cœur. Moi, en tant que praticien, je suis serein. Mais je pense que le terme sérieuse, dire que la situation est sérieuse me conviendrait mieux. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que si on respecte les mesures, on peut s'en sortir sans trop de dégâts. Si on ne les respecte pas, mais ce que nous vivons, nous continuerons de le vivre encore longtemps. Parce que laissez-moi vous dire, au début, on pensait que l'épidémie n'allait pas durer. Donc, les mesures ont été édictées sur la base d'une pandémie qui n'allait pas durer, qui allait juste rester un ou deux mois. Avez-vous été surpris? Avez-vous été surpris par le fait que cette épidémie s'inscrit dans la durée? Dès qu'il y a eu des cas communautaires, je n'ai plus été surpris. Ça, j'ai toujours alerté par rapport à la gravité de ces cas communautaires. Ça, vous pouvez le retrouver partout dans les journaux. Dès qu'il y a des cas communautaires, alors là, c'est sûr que c'est une épidémie qui va durer. Et combien de temps ça va durer, personne ne peut le dire. Parce qu'on peut faire des projections, on peut faire des calculs. Nous avons des spécialistes en mathématiques appliquées qui peuvent quand même faire des modèles et prédire comment l'épidémie va évoluer. Mais il faut remarquer que dans cette évolution, il y a un facteur incontrôlable, c'est le comportement des populations. Oui, on va y revenir, professeur Moussa Seydi. Mais d'abord, professeur, cette progression rapide donc de ce virus aujourd'hui inquiète, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 11 000 cas positifs. Mais il y a également les cas de décès. 229 décès à la date de ce samedi. Alors, justement, de ce point de vue, comment expliquez-vous et justifierez-vous justement ces chiffres et cette progression surtout? Oui, pour la progression du nombre de cas, dès qu'il y a eu des cas communautaires, il fallait s'attendre à ça. Je ne suis ni surpris par le nombre de cas, ni par le nombre de décès. Une personne infectée, on vous dit qu'elle peut infecter entre 2 et 3 personnes. Mais ça, c'est valable pour des études qui ont été faites, surtout en Europe. Chez nous, le premier cas, il y a eu un premier cas importé, il y a eu un deuxième cas. Le deuxième cas, mais a contaminé 20 personnes. Parce que nous avons un environnement social différent, nous avons un mode de vie différent, il y a une certaine promiscuité. Donc c'est tout à fait prévisible que dès que le virus entre dans la communauté sans qu'on ne puisse identifier qui a contaminé qui, que l'expansion se passe très rapidement. Et par rapport au décès, si vous retrouvez le virus partout au Sénégal, ce qui est le cas actuellement, toutes les régions du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal, on a compté des cas de COVID-19. Ça augmente le risque pour des personnes qui présentent des facteurs de faire une maladie grave, de contracter, d'être en contact avec le virus. Ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup de sujets âgés, beaucoup de personnes diabétiques, beaucoup de personnes hypertendues, etc. De ce fait, c'est pas surprenant que le nombre de cas graves augmente, puisque ces personnes sont connues comme pouvant faire des
des cas graves de COVID-19. En fait, le plus souvent, même si des jeunes sans comorbidité aussi peuvent faire des cas graves. Et c'est à la suite de ces cas graves aussi que le nombre de décès augmente. C'est tout à fait simple. Il y a même une raison beaucoup plus mathématique, beaucoup plus terre à terre. Si on vous dit qu'il y a 20% de cas graves, de cas sévères, mais plus vous en avez, plus vous aurez des cas graves. On vous dit il y a 2% de décès ou 3% de décès, plus vous aurez un nombre de cas élevé, plus vous aurez des décès. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la situation. C'est une évolution qui était attendue, si dramatique ou si difficile soit-elle. Oui, mais professeur, vous avez dit que vous n'avez pas une obligation de résultat, ni astreint à une obligation de résultat. Mais justement, l'intérêt, c'est dans la riposte donc face à cette pandémie, surtout au plan médical. Ici, justement, l'intérêt, c'est de voir qu'est-ce qui a été fait pour sauver au maximum les cas graves. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau? Avez-vous les moyens, justement, de faire face à ces cas graves? Oui, les moyens existent. Le problème, c'est quoi? C'est d'éviter qu'il y ait une tension sur les lits de réanimation. Et cela a existé par moment. Parce que si vous avez une tension sur les lits de réanimation, et qu'un malade doit aller en réanimation, vous êtes obligé de le garder dans un centre de traitement en attendant qu'il puisse aller en réanimation. Tous les cas graves ne sont pas pris en charge en réanimation. La plupart des cas graves même, en tout cas ici à Dakar, sont pris en charge dans les centres de traitement des épidémies. Mais il y a des cas qui nécessitent des soins spécifiques. Par exemple, si on veut faire une intubation pour ventiler un malade, il faut le faire dans le service de réanimation. Si on veut faire une dialyse, parce qu'il y a une insuffisance rénale, il faut le faire dans un service de réanimation. Donc, il y a peut-être ces problèmes qui peuvent exister. Au début, il y a des services de réanimation qui n'avaient pas de générateur pour faire la dialyse. Et il y a des malades qui avaient besoin de dialyse et qu'on ne pouvait pas dialyser sur place et qu'il fallait déplacer. Mais qu'on ne pouvait pas déplacer aussi du fait de leur instabilité. Mais c'est un petit nombre de malades. Donc, juste pour dire qu'effectivement, il y a certainement eu quelques malades qui sont décédés parce que on n'avait pas ces générateurs pour faire la dialyse sur place. Mais dans la grande majorité des cas, dans l'écrasante majorité des cas, les patients ont été pris en charge correctement avec tous les moyens disponibles. Le centre QMO qu'on utilisait ici, c'est un centre qui respecte parfaitement les normes internationales en matière de service de réanimation. C'est un service de réanimation neuf qui a été inauguré d'ailleurs par le président de la République française qui était là. C'est un centre vraiment aux normes. Vous imaginez qu'un centre qui reçoit des patients opérés du cœur, un service de réanimation, c'est pas n'importe quel service de réanimation. Donc oui, nous avons les moyens de les traiter correctement, mais il y a eu quand même, avec l'absence de ces postes, de ces générateurs de dialyse, quelques patients qui peut-être ont dû décéder du fait de ce manque. Mais globalement, ça se passe très bien. Oui, mais professeur, c'est quand même un constat qui est là. De plus en plus, lorsque des personnes sont admises en réanimation, il est très très rare de voir des personnes en ressortir indemnes. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Je pense qu'il y a eu un problème de communication. Je vous renverrai au professeur B, qui est le responsable du SAMU national et en même temps des services de réanimation dans le cadre de cette pandémie. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres à ce niveau? Oui, je sais que par exemple, au minimum, il y a 50%, quelle que soit la gravité, des patients qui ressortent vivants de ces services de réanimation. 50%. Donc, et ça, ce n'est pas étonnant, ça dépend de la gravité des malades qui y sont reçus. Même si vous partez en Europe, il y a des services de réanimation où c'est 10% qui meurent, d'autres 20%, d'autres 50%. Est-ce que vous pouvez revenir sur le profil de ces personnes décédées, par exemple, en réanimation? Le profil. Alors, le profil, ce sont des personnes âgées. Ils sont largement au-delà de la soixantaine, 70 ans. Largement au-delà de la soixantaine. Deuxièmement, ce sont des personnes qui ont en général au moins 2 comorbidités. C'est-à-dire diabète plus hypertension, des choses comme ça. Et ce sont des personnes qui ont très souvent consulté tardivement. Dans le cadre, nous, de l'étude
que nous sommes en train de faire, d'ailleurs nous allons bientôt clôturer cette première phase de l'étude, nous avons constaté que parmi nos décédés, 85% sont arrivés à un stade tardif. 2/3 des patients décédés avaient au moins 2 comorbidités. Et parmi les patients décédés, 80% étaient âgés de plus de 60 ans. Donc, mais le facteur clé, le facteur le plus important, en vérité, si on regarde bien, c'est le retard de consultation. Un patient qui a 1-2 comorbidités, qui arrive à temps, on le traite sans problème. S'il n'y avait pas la stigmatisation, vous auriez vu des personnes de 80 ans qu'on a traitées. Parmi nos premiers patients, il y avait des patients qui avaient plus de 80 ans. On en a traité plusieurs. Donc, le retard de consultation pose problème, pose énormément de problèmes. Il faut que les gens puissent consulter tôt. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Je ne veux pas du tout que les gens croient que c'est parce qu'on a une comorbidité qu'on est condamné à mourir quand on a la COVID-19. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Alors, professeur Moussa Seydou, toujours dans la riposte, mais au niveau médical, il y a la prise en charge à domicile. Professeur Seydou, est-ce correct de parler ainsi quand on sait qu'il n'y a pratiquement pas d'infrastructure médicale à domicile? C'est une bonne question. Vous savez, la prise en charge médicale à domicile, c'est quelque chose qui se fait partout en Europe, c'est vrai. Mais moi, personnellement, j'étais opposé à cela au début pour la simple et bonne raison que notre environnement social est différent. Vous allez en Europe, c'est chacun dans sa chambre. Ici, vous pouvez avoir 10 personnes, 4 personnes, 3 personnes dans une chambre. Donc, je pensais surtout à la transmission de la maladie à d'autres personnes. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu la stigmatisation. Les gens avaient peur de venir à l'hôpital, mais quelqu'un qui refuse de venir à l'hôpital, on doit le prendre en charge. Et deuxièmement, il y a eu une tension même sur les lits dans les CT qui commençait à arriver. Actuellement, on n'a plus de tension, mais on a vécu cette période. Donc, ces deux facteurs combinés ont fait qu'on s'est dit, oui, une situation est là, et compte tenu de cela, nous devons gérer la prise en charge à domicile. Et nous avons établi des critères qui sont très différents des critères européens. Nous ne gérons pas tous les cas à domicile, tous les cas même simples à domicile. Nous avons dit que les personnes âgées de plus de 100 ans, en principe, on ne les gère pas à domicile. Ceux qui ont des comorbidités, on ne les gère pas à domicile. Ceux qui ont des cas graves, on ne les gère pas à domicile. Sauf avis peut-être contraire spécialisé. Quand on a des troubles respiratoires ou quand on a un cas grave, c'est obligatoire de venir à l'hôpital. Mais un sujet âgé de plus de 60 ans, un sujet qui a une comorbidité, ne peut pas être géré à domicile sans l'avis des spécialistes, c'est-à-dire de l'infectiologue, du réanimateur, du pneumologue. Et nous l'avons fait. Et prise en charge à domicile, ça veut juste dire, on n'a pas besoin d'infrastructure, ça veut juste dire faire des prescriptions et le suivi à domicile. Quand vous avez le palu, vous venez à l'hôpital, on vous prescrit une ordonnance, vous rentrez à la maison. Vous rentrez à la maison et puis on vous donne rendez-vous pour vous suivre. Ou bien parfois, si vous ne sentez plus aucun signe à la fin du traitement, vous ne revenez même pas. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le thème de prise en charge à domicile. C'est pas placer des machines, faire des perfusions, non. C'est comme ça qu'il faut le faire. On l'a fait. On n'a pas encore évalué, mais à l'heure où je vous parle, les résultats sont globalement satisfaisants. Parce que nous n'avons pas eu de problème majeur. Il y a eu quelques cas où les gens se sont aggravés et n'ont pas voulu appeler parce qu'ils ne voulaient pas venir à l'hôpital, toujours du fait de la stigmatisation. Et dans notre projet de recherche, je me suis amusé un peu à voir les patients qui correspondaient un peu au profil de ces patients suivis à domicile. Qu'est-ce que nous avons constaté? Sur 545 patients qui n'avaient pas de comorbidité et qui avaient consulté tôt, il n'y a eu aucune complication. La guérison était de 100% sans aucun souci chez tous les patients qui avaient pris l'association hydroxychloroquine azithromycine. Et ces caractéristiques correspondent pratiquement aux caractéristiques des patients suivis à domicile. Mais ça ne suffit pas, cette comparaison ne suffit pas. Il faut traiter des milliers de patients
collecter les données, faire une évaluation pour voir effectivement est-ce que c'est un succès ou pas. Mais je pense que ce sera un succès et qu'on pourrait même étendre les indications du suivi médical à domicile. Oui, vous avez parlé du suivi médical. Nous en venons aux recommandations. À ce niveau, alors les recommandations sur la prise en charge ont-elles évolué, ces recommandations, et comment? Oui, ça évolue tout le temps et c'est normal. Ça évolue tout le temps. Je peux donner l'exemple d'abord de cette prise en charge à domicile qui n'existait pas. Je peux parler de la durée du traitement. Je ne sais pas si vous vous rappelez du problème de Guéréo, où les patients voulaient même faire la grève de la faim parce qu'ils étaient restés là-bas pendant 45 jours. Et là, j'en profite pour remercier le ministre de la Santé et le féliciter. Parce qu'à l'époque, je l'avais appelé après avoir revu notre base de données ici pour lui dire que ces patients sont guéris, c'est sûr. Même si le test est positif, il faut qu'on les sorte immédiatement. Ah oui? Oui, mais comment vous expliquez cela? Que des tests soient positifs, oui? Je vais en venir. Oui. Et heureusement, il m'avait suivi dans ses recommandations. Ce patient avait fait 45 jours. Pourquoi? Parce que le malade peut guérir. Et le test peut parfois, dans certains cas, continuer à être positif parce que il détecte des virus morts ou une partie du virus. Ça détecte une partie du virus. L'ARN du virus. Donc, le virus, vous ne pouvez pas savoir si le virus que vous avez détecté était toujours vivant ou mort. Alors, les recherches ont prouvé que dans plus de 95% des cas, que si quelqu'un n'a pas de signes cliniques, à partir du 10e jour, il est guéri et que si on détecte des virus, ce sont des virus morts. Ce qui fait que si on n'a pas la possibilité de faire un test, ou si le malade doit durer très longtemps à l'hôpital, si on l'hospitalise au stade asymptomatique 10 jours après, selon les recommandations de l'OMS, selon les recommandations du CDC aux États-Unis, on peut sortir le malade. C'est une connaissance assez nouvelle qui ne date pas plus d'un mois, on ne l'avait pas. Donc ça fait un changement. Et si le malade a des signes cliniques, mais sans forme grave, les formes graves c'est autre chose. S'il a des signes cliniques, avec l'OMS, on dit que si le malade a été traité pendant 10 jours, après le 10e jour, il reste 3 jours sans signe clinique, même si on trouve le virus, on peut considérer qu'il est guéri parce que dans plus de 95% des cas, quand on détecte le virus, c'est pas un virus qui est vivant, c'est un virus qui est mort. C'est juste l'ARN qu'on a détecté. Oui, mais ça, c'est des notions scientifiques assez complexes, mais c'est important que je l'explique, juste pour que vous compreniez que c'est la science et la recherche qui éclairent les décisions des médecins et peut-être même des biologistes. Et que c'est normal qu'on puisse s'adapter et changer notre stratégie au fur et à mesure des découvertes. Est-ce qu'il n'y a pas des Est-ce qu'il n'y a pas des risques de rechute? Les risques de rechute, on ne peut pas complètement écarter cela. C'est d'ailleurs pour éviter ces risques et les amoindrir au maximum que l'OMS avait proposé à ce qu'on ait 2 tests négatifs avant de sortir le malade. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous faisons 2 tests négatifs avant de sortir le malade. C'est que quand vous revoyez au niveau du Sénégal, sur ces 10 000 et quelques cas, je pense que nous n'avons pas eu plus de 3 ou 4 personnes qui ont eu à nouveau les symptômes du Covid. Est-ce qu'il s'agit d'une rechute? Est-ce qu'il s'agit d'une récidive? C'est un peu difficile à dire. Il y a les termes n'ont pas le même sens chez nous. C'est-à-dire le patient peut guérir complètement et retomber malade, ou bien il y avait un virus, le virus était toujours là, mais en stade à un niveau tellement faible, la charge virale était tellement faible, peut-être que le laboratoire n'a peut-être pas pu détecter ce virus du fait de la faiblesse de la charge virale. Oui. Mais c'est très rare, c'est pas quelque chose qui pose un problème. Et quand ça survient, c'est les mêmes mesures de prise en charge que l'on reprend. Donc, ça n'a pas d'incidence pour l'instant sur le plan de la santé publique, même au niveau mondial. Oui.
Alors, on ne finira jamais d'apprendre avec ce virus, professeur. Tous Oui, les jours, on apprend. oui, professeur Moussa Seydi. Alors, professeur, nous en venons au traitement. Là aussi, il y a sujet aussi à réflexion de ce point de vue. Justement, que donnent les résultats de l'administration de la chloroquine au Sénégal? D'abord, avant d'entrer à ce niveau aussi dans le sujet, que donnent les résultats? Les résultats sont bons. L'association hydroxychloroquine azithromycine est efficace et bien tolérée. Nous avons fait une évaluation à 3 reprises. Et dans la dernière évaluation, nous avions 838 patients. Et nous avons constaté que cette association permet de réduire la durée médiane d'hospitalisation. Et cette réduction a son importance quand surtout les malades sont hospitalisés. Vous connaissez l'angoisse qui va avec l'isolement. Donc, chaque patient serait content de gagner, même si ce n'est que 24 heures. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a le coût. Chaque jour de gagner, c'est quand même à la longue des milliards de francs CFA économisés. Bon, troisième élément, c'est que nous avons constaté que les patients qui prenaient le traitement tôt et qui l'ont pris pendant 3 jours ont tous été guéris sans séquelles, ont tous été guéris sans avoir de complications. Est-ce que ça va continuer comme ça? On ne peut pas le dire. Forcément, en un moment ou en un autre, il y aura des patients qui le prendront tôt et peut-être qu'ils vont décéder. Mais c'est ce qu'on a constaté jusqu'à ce jour. Par contre, cette association n'est pas efficace dans les formes graves. Parce que dans les formes graves, nous avons eu 39% de décès. Ce qui suggère que cette association n'est pas efficace dans les formes graves. Il faut donc obligatoirement que nous fassions de la recherche pour voir quel médicament additionnel, antiviral additionnel, on doit associer à ce traitement pour améliorer le pronostic des formes graves. La recherche, c'est important là, il faut que je souligne certains aspects liés à cette association hydroxychloroquine azithromycine. Peut-être que vous allez poser la question, on va y revenir. Oui, mais justement, nous y restons, professeur. Parce que justement, de ce point de vue, pourquoi continuera-t-on à administrer la chloroquine alors qu'en Europe, les États-Unis l'ont abandonnée? Pourquoi? Voilà. Pourquoi je suivrai aveuglément les États-Unis et l'Europe? C'est une question que je vous retourne. Mais je vous la renvoie. Voilà. C'est vous le spécialiste, oui. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'il soit adéquat, qu'il soit intelligent, qu'il soit acceptable que des chercheurs africains fassent leurs propres recherches, trouvent des résultats et qu'ils doivent ensuite abandonner les résultats de leurs recherches pour se fier à ce que d'autres ont trouvé ailleurs. C'est pas pensable. Ce n'est pas pensable. Ce n'est absolument pas pensable. À l'heure où je vous parle, il n'y a aucun traitement au monde qui est validé par l'Organisation mondiale de la santé. Nous nous sommes basés sur nos résultats pour continuer notre protocole. Les Américains se sont basés sur leurs résultats pour continuer le remdesivir. Et pourtant, il y a un article du Lancet, un excellent article écrit par les Chinois qui dit que c'est pas efficace. Mais les Américains, ils disent que c'est efficace. Ça réduit la durée de séjour de 15 jours à 11 jours. Donc, chacun se base sur ces résultats dans ce contexte en attendant qu'il y ait un consensus international. Et même s'il y avait un consensus international, est-ce qu'un chercheur qui a ces résultats et qui voit les malades, pas plus tard que hier, j'ai vu tous les malades du site de femmes qui sont atteints de Covid-19. Donc, nous ne faisons pas seulement de la recherche à partir des données comme le font certains, comme dans l'article de Lancet, on a beaucoup de données, on analyse. Non. Nous voyons les malades, nous les prenons en charge, nous faisons de la recherche. Est-ce que même dans ce cas, on va arrêter le traitement? Ça dépendra des autorités du ministère de la Santé. Mais tous les arguments nous poussent à continuer notre traitement et les résultats différents peuvent être trouvés entre nous et les Européens, entre les Américains et les Chinois. Ça, c'est courant en médecine. Ce qui est quand même important dans tout ça, c'est l'intégrité scientifique et intellectuelle.
Alors, c'est ça qui a manqué dans cette pandémie. Vous savez, moi, au tout début, j'avais trouvé que l'hydroxychloroquine seule faisait mieux que sans traitement et l'hydroxychloroquine azithromycine faisait mieux que l'hydroxychloroquine seule. Mais quand je suis parti à 838 malades, j'ai constaté que l'hydroxychloroquine seule presque ne faisait pas de différence avec l'absence de traitement. Ah oui? Il y avait une différence juste d'une demi-journée. Donc, la vraie différence, c'était avec l'association azithromycine-hydroxychloroquine et les autres traitements. Donc, si vous associez, oui, c'est ça que j'ai trouvé, moi. Mais il y a d'autres qui ont trouvé que l'hydroxychloroquine seule déjà, ça marche très bien. Donc, moi, je ne me fais pas influencer par les résultats des autres. Et même le comportement du virus peut changer. Si en faisant mes études successivement, je trouvais que c'était efficace au début, ensuite ce n'est plus efficace, mais j'arrête tout bonnement. Donc, ma conduite est dictée par les résultats que je trouve. Oui, mais alors, oui, oui, non, c'est important que je précise. Oui. Alors, maintenant, je parlais d'intégrité. L'intégrité est importante parce que si aujourd'hui, je trouve quelque chose qui doit me faire abandonner les l'hydroxychloroquine, je le ferai. Et c'est ça que je souhaite, trouver un médicament qui peut me guérir encore plus vite. Et cette intégrité a manqué. Et écoutez-moi bien. Oui. Le professeur Didier Raoul, je le félicite au passage pour son énorme travail, a fait une étude. L'étude avait des failles, c'est vrai. Lui, il le reconnaît selon les normes internationales. Il sait que l'étude avait des failles, il le savait comme tout le monde. Moi, je le sais. Mais je me suis basé sur le fait que cette association était bien tolérée, qu'elle pouvait être efficace parce qu'il a trouvé ses résultats, mais parce que aussi au laboratoire, ça agissait au niveau du virus et il y a des publications pour ça. On était dans une période d'urgence sanitaire, ces produits ne sont pas coûteux, etc. J'ai dit non, c'est le médecin qui doit agir avant le chercheur. Je donne à mes malades et j'essaie de travailler en même temps sur un protocole de recherche. Donc c'est le médecin qui a agi. On l'a fait. Les recherches à la longue nous ont donné raison. Je ne sais pas avoir raison ou tort. Nous ont montré que c'était une bonne attitude. On a continué. Et les autres qui comparent le protocole avec le protocole de Didier Raoul, pour dire qu'il est bon, il n'est pas bon, ce sont des protocoles qui n'ont rien à voir avec le protocole de Didier Raoul. Ah oui? C'est la première malhonnêteté. Oui, je vous explique. Et ça, vous pouvez les vérifier vous-même. Premièrement, prenez l'exemple de solidarité de l'OMS. Ils n'ont testé que l'hydroxychloroquine seule, pas l'association. Alors que même Didier Raoul dit que c'est l'association qui est le plus efficace dans son étude. Ça, vous pouvez le vérifier au niveau du site de l'OMS. Comment ils peuvent comparer? Prenez l'étude du Lancet, MERA, le fameux MERA, avec sa base de données hyper sophistiquée. On a vu que c'était de l'escroquerie scientifique et rien du tout. Prenez cette base de données. Vous verrez, c'est extraordinaire. Les posologies sont différentes, les durées de traitement sont différentes. C'est vraiment extraordinaire qu'une étude pareille puisse même être publiée et que l'OMS et les pays occidentaux se basent sur cette étude même pour suspendre leurs études. L'OMS, je peux comprendre, l'OMS doit être prudente. Moi, je ne vais jamais critiquer l'OMS parce que c'est une organisation pour moi indépendante où il y a de très grands experts. Alors, ce n'est pas une décision d'une personne ou d'un politicien. Je peux encore comprendre. Mais que d'autres scientifiques se basent sur cet article qui a même finalement été retiré du fait de sa mauvaise qualité. On ne peut même pas. Ils ont donné des résultats sur l'Australie qui étaient faux, qui ne correspondaient même pas à ce qui était la réalité. C'était une manipulation tout simplement. Okay. Revenons au cas de Recovery. Oui. Que vous pouvez également trouver l'étude Recovery. Bien sûr, oui. Au début, eux, ils donnent 4 fois la dose supérieure à la dose que Didier Raoul avait donnée. Si vous donnez 4 fois la dose, comment pouvez-vous comparer en termes de tolérance, par exemple? Ce n'est pas possible. Et je termine par un autre point. Je peux vous donner beaucoup d'autres exemples. Un autre point, c'est que la quasi-totalité des études ont essayé de comparer avec l'étude de Didier Raoul, alors que dans leur série, ce sont les malades les plus graves qui sont mis sous hydroxychloroquine azithromycine. Vous dites que ce produit ne marche pas, vous prenez les malades les plus graves, et on sait que ce produit peut marcher,
mais ne marche pas en règle générale dans les cas graves. Oui. Et pour les autres traitements, vous prenez, ou absence de traitement, ou tout ce que vous voulez, vous prenez les cas les moins graves, et après vous les comparez en termes de létalité. Parfois même, il n'y a même pas eu d'électrocardiogramme chez les résultats des électrocardiogrammes chez les malades. Certains décèdent du fait de troubles cardiaques antérieurs, et on dit que oui, c'est le médicament qui a été responsable. On sait que la COVID-19 entraîne des pathologies cardiaques, ça peut entraîner une myocardite, et on sait que des patients aussi peuvent venir avec des pathologies cardiaques. C'est pour cela que nous, avant de donner de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, on fait toujours un électrocardiogramme. Pour faire simple, avant de comparer des choses, il faut comparer des choses comparables. Ils n'ont pas donné le même protocole, ils n'ont pas donné la même posologie, ils n'ont pas donné la même durée, ils n'ont pas utilisé chez les mêmes malades. Mais là, tout ça, c'est vérifiable. Oui. Alors, oui, professeur, de ce point de vue, alors vous avez éclairé, mais est-ce qu'il existe une contribution du comité scientifique à ce niveau? Pour le comité scientifique, est-ce qu'il y a un comité scientifique? C'est la question qu'il faut me poser d'abord. Il n'y a pas de comité scientifique à mon entendement. C'est vrai que le ministre de la Santé avait mis sur place un comité scientifique avec une liste. J'ai reçu le document, j'étais censé même diriger ce comité scientifique. Mais ensuite, le comité scientifique n'a pas été installé. Donc, il n'y a pas de comité scientifique. J'entends tout le temps parler de comité scientifique. Il n'y a pas de comité scientifique parce que ça n'a pas été installé. Mais par contre, le ministère a mis sur place une commission recherche et éthique. Donc, il faut plutôt considérer, moi, dans mon entendement, et peut-être c'est ça qui doit être plus proche de la vérité, que la commission scientifique et éthique peut peut-être on peut jouer ce rôle. Voilà. À ce niveau, vous travaillez seul avec ce qu'il y a comme données scientifiques. Comment cela est organisé à ce niveau? Ah oui, non, vous savez, nous sommes des scientifiques, on sait ce qui se passe partout dans le monde, on est au courant et on évolue en fonction de ça. Donc, qu'il y ait comité scientifique ou pas, ça c'est le lot de tous les chercheurs, c'est le lot de tous les médecins d'un certain niveau. Vous irez aujourd'hui à l'hôpital principal, ou bien, je ne sais pas moi, à l'hôpital de Saint-Louis, ils sont aussi bien renseignés que moi. Donc, on est obligé de faire une veille scientifique. Ça, c'est obligatoire, qu'il y ait comité ou pas. C'est un travail à faire, c'est obligatoire. Maintenant, pour la recherche, peut-être que nous sommes, pour l'instant, en matière d'essais cliniques, de traitement, les seuls qui faisons ce travail. C'est parce que, aussi, voilà, nous avons plus d'opportunités pour le faire. Mais mes collègues de Thiès, de Ziguinchor, de Saint-Louis, et d'autres structures sont tout aussi capables de le faire. Parce que ça nécessite quand même beaucoup de moyens, la recherche. Ça nécessite beaucoup de moyens. Et professeur, de ce point de vue, il existe aussi une contestation sur le nombre de cas et de morts. Quelle est votre position? Oui, là, vous me permettrez de développer un peu. Allez-y, bien sûr, vous êtes là pour ça. Allez-y. Voilà, vous permettez de développer un peu. Alors, pour le nombre de cas, si vous voulez, souvent on me dit, le nombre de cas n'est pas fiable. J'ai même vu des professeurs sénégalais qui sont sortis dans la presse étrangère pour dire que le nombre de cas et de décès au Sénégal, ce n'est pas fiable. Alors, Omar, si fiable veut dire détecter tous les cas dans un pays, aucun chiffre dans le monde entier n'est fiable dans le cas de cette COVID-19. Ah oui? Oui. Aucun chiffre. Je dis bien, je pèse bien mes mots, dans le monde entier. Parce que, pour le faire, ce qu'il faut détecter, il faut dépister toute la population. Et le faire chaque jour. Et personne ne le fait. Parce que si vous dépistez aujourd'hui quelqu'un, il est négatif, demain, il peut être positif. C'est ça. Donc, ce n'est pas possible. Si vous testez uniquement les personnes contacts et les malades, vous allez dépister beaucoup de personnes, mais il y aura toujours des personnes contacts asymptomatiques, peut-être, qu'on a oublié de recenser. Et le plus souvent, même si on ne dépiste que les malades,
on passe à côté d'un grand nombre de cas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques. Donc, si c'est ce que ça veut dire, il n'y a pas de, on ne peut pas parler de fiabilité, si c'est ça la définition. Deuxième chose, si par contre, on veut scientifiquement se baser sur des chiffres acceptables, je ne dis pas fiable à 100%, mais qu'on peut accepter, c'est de faire ce qu'on appelle des études de prévalence, comme on l'a fait dans le cadre de l'infection à VIH. Quand on vous dit que la prévalence est de 0,5%, il y a une enquête nationale qui a été faite qui permet d'estimer le nombre de cas. Là aussi, c'est une estimation, ça ne veut pas dire que c'est le nombre de cas compté, mais ça aurait pu aider. Et je pense que le Sénégal, il y a certains qui travaillent actuellement au niveau du Sénégal. En tout cas, moi, j'ai suggéré l'idée au niveau du ministère. J'ai mis en contact le ministère avec le service de santé publique et je suis prêt à travailler avec eux par rapport à cela. Okay. Le troisième élément, c'est quoi? Oui. Le troisième élément, c'est quoi? Si on veut maintenant dire, est-ce que tous ceux qui sont dépistés ont été déclarés, tous ceux qui sont déclarés et qui sont connus Covid positifs ont été déclarés, mais ça, les chiffres du Sénégal sont fiables. On ne cache pas le nombre de personnes dépistées, on ne cache pas le nombre de personnes infectées, on ne cache aucun décès. Si c'est dans ce sens-là. C'est pour cela que ça peut paraître un peu trop détaillé les choses, mais je veux qu'on se mette sur un même registre. Quand les gens vous disent sur le plan scientifique, oui, c'est pas fiable, ils pensent à autre chose. Ils pensent souvent à l'aspect prévalence, ou ils pensent au fait qu'il y a des cas qu'on n'a pas dépistés qui sont dans la nature. Mais ça, c'est normal, ça, c'est évident. Mais mais dans la population générale, pour eux, dans leur esprit, on cache peut-être le nombre de cas ou le nombre de décès. Non. C'est pas le cas? Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale communique de manière transparente sur le nombre de cas et le nombre de décès par rapport aux informations, moi, que j'ai. Et mes informations, je peux les considérer comme fiables parce que j'ai des points focaux qui assistent à toutes les réunions, même si moi, personnellement, je n'assiste pas à toutes les réunions. J'assiste aux réunions du Comité national de gestion des épidémies. Mais eux, quotidiennement, tous les jours, ils me représentent à des réunions. Donc, on est en contact. Il n'y a pas de cachotterie du ministère de la Santé en ce qui concerne le nombre de cas et le nombre de décès. Alors, professeur Moussa Seydi, à ce niveau aussi, quel est votre avis sur le fait que le Sénégal n'a toujours pas rendu accessibles les tests rapides ou même restreindre l'accès aux tests là où la France fait 500 000 tests par jour et que plus de 60 types de tests rapides ont été homologués? Quel est votre avis? Oui, encore toujours cette fâcheuse tendance, moi tu me permettras parfois de parler comme ça, à comparer avec la France, quoi. Non, c'est pas, la France n'est pas notre baromètre. Oui. Donc, quand on essaie d'agir, on essaie de voir ce qui se passe dans le monde et on essaie de contextualiser. Oui. Donc, ma première réponse est que le ministère de la Santé n'a pas restreint les tests. Le ministère a voulu y aller de manière avec précaution. Il y a eu l'Institut Pasteur et l'IRSF dans un premier temps. Et vous voyez maintenant que le dépistage, au moins pour les voyageurs, on le fait à l'hôpital Le Dantec et qu'on le fait à l'hôpital militaire de Ouakam. Et lors du conseil présidentiel, tout le monde a conclu de la nécessité même de décentraliser dans les régions. Tout ça, on y pensait depuis le début. L'Institut Pasteur y pensait, l'Institut Pasteur de Dakar y pensait, l'IRSF y pensait. Mais les gens ont voulu faire ça de manière progressive pour éviter qu'il y ait de la nature. Donc, ça va se faire. Quant au test rapide, je peux vous assurer qu'on m'a présenté des dizaines de tests rapides ici dans mon bureau. Un jour, je me suis même permis de demander à l'Institut Pasteur de faire un travail énorme d'évaluation de ces tests. Mais la fiabilité était de 0. Oui. Écoutez-moi bien, c'est important ce que je vous dis. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas parce qu'on a dit que c'est un test rapide, ça marche, que ça marche. Il faut une évaluation. L'État du Sénégal, c'est sûr et certain, ira vers ce test rapide.
Mais il faut que l'État le fasse en choisissant le bon test et le test aussi dont le coût est compatible avec peut-être nos possibilités. Mais c'est sûr que ça aura lieu parce que l'institut travaille même sur ces tests rapides, sur la réalisation, sur la mise sur pied de ces tests rapides. L'Institut travaille avec d'autres organismes. Le docteur Ahmed Al-Fassal, qui est mon partenaire dans la recherche, peut vous le certifier. Nous faisons toutes nos études ensemble, toutes nos essais cliniques ensemble. Donc, on va y arriver. Je vais peut-être vous dire que même j'ai donné le numéro de téléphone du directeur de la pharmacie et du médicament à un agent de police qui avait intercepté quelqu'un qui vendait des tests de diagnostic rapide comme ça. Ah oui? Oui. Parce que vous voyez déjà ce que les gens font. Les médicaments, c'est la même chose. Il y a une fausse hydroxychloroquine qui est vendue. Il faut qu'il y ait du contrôle et une surveillance. Tout de suite là, tout de suite, je viens de recevoir, avant qu'on ne commence l'interview, un message du directeur général de la santé me disant urgence signalée. Il y a quelqu'un qui a envoyé un médicament, une boîte de levofloxacine, en disant que ça marche mieux que l'azithromycine hydroxychloroquine, chacun doit l'acheter, etc. Mais c'est des messages extrêmement dangereux parce que vous savez, quand la recherche, je vais vous dire pourquoi la recherche est importante. Oui. Quand un malade a une COVID-19, vous ne lui donnez aucun traitement. Il peut guérir même s'il n'avait pas, même sans traitement. Mais si vous lui donnez un traitement, il guérit. Vous pouvez penser que c'est le traitement qui l'a guéri alors qu'il est guéri et qu'il a été guéri spontanément par son système immunitaire. Oui. Alors, pour éviter ces erreurs, on fait des études comparatives, comme ce que nous avons fait. C'est ça. Il y a des malades qui prennent, d'autres qui n'ont pas pris. Et après, en comparant, on peut savoir est-ce que c'est efficace ou pas. Mais ce n'est pas envoyé dans le net tel médicament. Oui, mon cousin a pris le médicament, le lendemain, tous les signes ont disparu. Mais ça peut être spontanément disparu. C'est ça. Même sans ce traitement, il faut faire, c'est d'où l'importance des études. Certains vous diront, oui, azithromycine, c'est pas efficace parce que le malade guérit spontanément dans 90% des cas. C'est des ignorants ou des gens de mauvaise foi. Parce qu'on a dit que c'est efficace sur la base d'un projet de recherche où il y a une étude comparative. Mais de la même manière, quand le médecin vous dit, j'ai donné le médicament ou quelqu'un vous dit, je lui ai donné tel médicament, il a été guéri le lendemain, donc le médicament est efficace. Ça aussi, c'est faux parce qu'il n'y a pas d'étude scientifique, il aurait pu guérir spontanément. Bref, juste pour vous dire que la recherche est là pour éclairer. La recherche est là pour aider à prendre des décisions ou à confirmer des décisions ou à infirmer des décisions. Alors, donc ça, je voulais vous dire ça pour que vous compreniez que c'est une histoire de précaution, mais c'est pas une histoire de négligence. Le temps passe tellement vite. Alors, professeur Moussa Seydi, oui, est-il pertinent de reconstruire le service des maladies infectieuses situé à Dakar au lieu d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les régions? Rapidement, professeur, quelle réponse? Là, on ne peut pas aller rapidement sur cette question. Ah, allons-y alors. Ah non, ça ne peut pas aller rapidement. Parce que voici une question qui est très perturbante pour moi. Ah oui, en quoi et pourquoi? Oui, extrêmement perturbante. Pourquoi vous ne pouvez pas le savoir si je ne vous le dis pas? C'est pour ça que je vais vous le dire. Allez-y, professeur Seydi. Alors, je suis dans un service de maladies infectieuses où l'eau s'infiltre à travers les parois. Au niveau de la cave, il y a de l'eau depuis plusieurs années. Il y a des problèmes d'étanchéité jusque dans la salle de réanimation. Il y a eu 9 départs d'incendie depuis que je suis chef de service. Le bâtiment bouge. Non, écoutez-moi, je n'ai pas fini. Le bâtiment bouge. Et il y a déjà depuis 20 ans des experts qui avaient dit que ce service est dangereux, qu'il fallait le détruire et le reconstruire. Alors, je deviens chef de service. Je dis, objectif numéro 1, trouver de l'argent pour construire le service. J'ai fait une trentaine de pays. J'ai rencontré des centaines de personnes pour voir qui peut m'aider. Je rencontre une organisation, une fondation privée qui me dit non, moi je n'investis jamais dans une structure de l'État. Et ils m'ont donné les raisons. J'ai été le premier à les convaincre de me donner un financement pour l'État. Enfin, pour l'État, pour l'hôpital Fann. Le ministre de la Santé ne les connaît pas. Le directeur de l'hôpital Fann ne les connaît pas. C'est moi qui les connais.
Donc, ce sont des gens qui m'ont aidé, que personne ne connaît, et j'ai signé, c'est moi qui ai signé avec eux. Ils m'ont donné $1 million. J'ai investi. Je ne vous donnerai pas tous les détails de ce que j'ai moi-même signé. Alors, j'ai commencé à construire ce service. $1 million, je n'ai jamais dit au président de la République, il faut me donner 1 franc ou 2 francs, parce que j'allais continuer comme ça jusqu'à ce que Dieu me permette de reconstruire le service. Je dépose un dossier au niveau de la Banque islamique de développement. Avec la bénédiction de l'État, la banque accepte de me donner aussi une partie de l'argent pour la construction. Le bâtiment est là à Fann, si vous venez, vous pouvez le voir. Donc, dans ce contexte, si le président a l'amabilité de me proposer spontanément de compléter le financement, et son apport est encore plus important que tout ce qui a été donné, et même la Banque islamique de développement, c'est lui, parce que sans l'État... Au revoir et à dimanche prochain.